Lors de l'accession à la Convention internationale de la Croix-Rouge de beaucoup d'États, il avait été question de trouver une solution par rapport à tous les dommages, à toutes les fautes, à tous les mauvais comportements, toutes les blessures qui avaient été faites durant les guerres mondiales. Et c'est suite à ces conséquences qu'on a décidé de mettre en œuvre un droit humanitaire, un droit de la guerre, un droit devant régler les conflits. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on entend par un conflit? Qu'est-ce qu'on entend par un conflit et à partir de quel moment un conflit mérite-t-il d'être réglementé par le droit international humanitaire? Et qu'est-ce que le droit international humanitaire réglemente? Autant de questions qui laissent supposer beaucoup d'interrogations. Car aujourd'hui, lorsqu'on parle de conflit armé, j'entends souvent les gens dire conflit armé externe. J'ai dit, mais comment peut-il exister un conflit armé interne? Nous savons, ceux qui ont fait le droit international humanitaire, ceux qui ont fait le droit international humanitaire dans les universités, en tant que branche de droit public, de droit international plutôt, comprennent que lorsqu'on parle d'un conflit armé, on voit en fait une opposition qui est armée et qui est constituée par certains groupes qui sont dans un seul État donné. On est dans un État donné, nous avons l'État et nous avons un groupe, une collectivité qui n'accepte pas le pouvoir de l'État et qui s'oppose frontalement au pouvoir de l'État. Et même le droit international, pour reconnaître la structure de conflit armé, de groupe armé, il faudrait des conditions. On me dit que le groupe doit être lui-même organisé, reconnaître les droits internationaux. Il y a beaucoup de conditions pour qu'un conflit devienne un conflit armé. En tout cas, au niveau du droit international humanitaire. Et lorsque je parle, je pense que les personnes peuvent, sauf omission, je ne suis pas un maître de la connaissance, on peut toujours se tromper, l'erreur étant toujours humaine. On peut toujours se tromper, mais à ma connaissance, lorsqu'on parle d'un conflit armé international, un conflit interne, c'est un conflit qui est réglementé et prévu par le droit international humanitaire. Lorsqu'on parle du droit international humanitaire, ça signifie que le droit international humanitaire, non seulement il réglemente ce conflit, mais aussi il protège. Il protège les personnes. Il protège les civils. Si aujourd'hui votre conflit est reconnu comme un conflit interne, ça veut dire qu'il y a des combattants et il y a des civils qui sont protégés. Et les combattants aussi sont protégés. Dès lors que les combattants déposent des armes, ils sont protégés. Mais prenons le cas d'espèces où les combattants eux-mêmes ne sont pas protégés parce qu'ils ne rentrent pas dans un des cas prévus par le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire règle les conflits armés. On parle d'un conflit armé externe. C'est-à-dire qu'on parle des États. C'est ça la guerre. C'est qu'on parle des États. Quand les États se font la guerre, là, c'est le droit international humanitaire. Et là, il y a la protection des civils. Ça protège les civils sont protégés. Et aussi les combattants. Les combattants, eux, ils peuvent se faire la guerre, mais pas se tuer. Quand un combattant dépose des armes, il doit être protégé. Il y a une série de droits qui protègent même les combattants, même ceux qui font la guerre. Mais cette protection, généralement, a un prix. Il faut rentrer dans les conditions telles que prévues par le droit international humanitaire. Maintenant, la question de savoir, est-il possible de faire une guerre hormis le cas prévu par le droit international humanitaire? Nous disons oui. Parce que le droit de faire la guerre, c'est un droit qui dépend de chaque État. Tout État est en droit de pouvoir faire la guerre. Donc, oui, effectivement, on peut décider de faire la guerre sans pour autant se référer au droit international humanitaire, mais seulement tu ne seras pas protégé.
on sera livré à nous-mêmes. Quelle sera la conséquence? La première conséquence, c'est que si on avait signé la Convention internationale de la Croix-Rouge, ou si on avait signé des conventions internationales qui respectent les droits humanitaires, on pourra être condamné au niveau de la CIJ, de la Cour internationale de justice, qui a pour but de sanctionner un État et de lui demander de payer de l'argent si jamais il ne respecte pas ses obligations découlant d'une convention internationale. Encore que, pour que l'État accepte, soit condamné, l'État doit reconnaître la compétence de la Cour. OK? Et s'il engage la compétence de la Cour, il doit aussi reconnaître aussi de pouvoir payer. Il y a beaucoup de reconnaissances qui sont faisables. Il y a beaucoup de protocoles, de mécanismes au niveau international, parce qu'on parle des États. Le principe au niveau des États, c'est que chaque État reste et demeure toujours souverain. Et c'est cette souveraineté, d'ailleurs, qui amène l'État à des fois faire valoir ses intérêts, à dire je vais exécuter ci, je ne vais pas exécuter ça, je ferai ci, je ne ferai pas ça. Donc c'est uniquement par rapport à ça. Le droit international humanitaire est là pour protéger au fait les victimes de la guerre. Et organiser et protéger les victimes de la guerre, faire en sorte que la guerre ne puisse pas causer des dommages sur la vie des combattants, sur la vie même des civils, mais aussi, et aussi en organisant même les armes. Quelles sont les armes qui peuvent être utilisées? Par exemple, il est interdit d'utiliser des armes biologiques. Les armes nucléaires sont interdites. Lorsqu'il y a une guerre, on n'utilise pas des armes. En tout cas, le droit international humanitaire met une certaine limite aux armes que l'on peut utiliser. Et aux armes qu'on ne peut pas utiliser, car le droit de la guerre n'est pas un droit d'annihilation. Ce n'est pas un droit de pouvoir détruire, annihiler, détruire un État. Le but n'est pas de tuer. Le but est de vaincre, de faire en sorte que l'État abandonne les armes. Donc si les combattants ne sont plus en état de combattre, il faut abandonner. C'est ce que demande le droit international humanitaire. Et ce droit international humanitaire a plusieurs objectifs. Déjà, le premier objectif, c'est de respecter la communauté des États, la puissance des nations, la communauté internationale. Et le respect de la communauté internationale nous apporte des avantages financiers. Combien ne savent pas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des exportations, des importations et des investissements. Et pour qu'un État, des fois, investisse, il faut des fois que vous respectez l'État, vous respectez la communauté des États, respectez certains États. Aujourd'hui, si tu n'as pas de bons accords avec les États-Unis, avec la Chine, tu risques de ne pas faire l'enfeu. Beaucoup d'États ne vont pas collaborer avec toi. Et qui dit collaboration dit investissement. Donc, du coup, le droit international est une partie du droit international humanitaire, est une partie importante du droit international et fait corps avec celui-ci. Donc, il est donc nécessaire de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'appliquer et de pouvoir comprendre aussi l'importance qu'il y a à défendre le droit international humanitaire. Maintenant, la question de savoir quelles sont les sources du droit international humanitaire et quelles sont les différentes sources importantes. Là, nous avons une source, nous avons les différentes conventions de Vienne. Certes, nous avons des conventions, mais pas des conventions de Vienne. Donc, il s'agit des conventions de Genève. Voilà, en matière internationale, en matière de droit des traités, c'est souvent les conventions de Vienne, mais en matière de droit international humanitaire, c'est les conventions de Genève. Et les conventions de Genève, ce sont les premières sources principales du droit international humanitaire. Mais sans oublier la place qui est réservée la coutume internationale. La coutume internationale est d'autant plus importante car cette coutume internationale, c'est elle qui prévoit des règles qui s'appliquent, même qui ne sont pas écrites, mais c'est quoi la pratique des États, comment les États se sont comportés dans telle ou dans telle situation.